Bonjour Gérald Darmanin. Bonjour. La confirmation est tombée il y a quelques instants après le rejet de Sylvie Goulard à la Commission européenne. Emmanuel Macron propose donc Thierry Breton, actuel PDG d'Atos et ex-ministre de l'économie. C'est le bon profil cette fois-ci ? Moi, je connais bien Thierry Breton et je pense que c'est un excellent choix qui a été fait par le président de la République. Oui. Un choix surprise pour vous également ? J'ai entendu un certain nombre de rumeurs, quelques journaux l'avaient écrit, mais je suis très heureux que ce soit Thierry Breton qui soit proposé par le président. N'y a-t-il pas un risque de conflit d'intérêts entre ses fonctions actuelles, qu'il serait amené à quitter bien sûr, et le portefeuille de commissaire au marché intérieur ? On sait que depuis de nombreuses années, Atos, qui je le rappelle numéro 1 européen des services numériques, reçoit des subsides de l'Union européenne. D'abord, Thierry Breton, c'est un très grand capitaine d'industrie. Il a présidé, puis il a modernisé France Télécom. Les Français s'en souviennent peut-être pas, mais c'est lui qui a été le grand patron de France Télécom et qui a transformé l'entreprise. Il a présidé Thomson, il a présidé Atos, il a fait de cette entreprise quelque chose de génial, qui est effectivement très présent dans le monde, et notamment dans le monde du cyber. Et il a été un grand ministre de l'économie. D'ailleurs, je constate, ce que j'en sais à Bercy, c'est que c'est un ministre qui a baissé le déficit, qui a baissé la dette. C'est sans doute un des derniers grands ministres de l'économie qui a réussi à faire Sur le papier, le CV est idéal. Et par ailleurs, il a toujours fait attention au conflit d'intérêts. Quand il était ministre de l'économie et des finances, les services de Bercy s'en souviennent, il a toujours pris bien soin de ne pas travailler sur les dossiers pour lesquels il avait été hier ou avant-hier. Vous n'avez pas de crainte à ce sujet ? Pour vous, il y a une muraille de Chine ? Il va répondre sans doute aux questions du Parlement européen. Maintenant, je pense qu'il faut aussi que chacun sache raison garder. Les conflits d'intérêts, ils sont faits pour ceux qui ont un intérêt dans cette histoire. Monsieur Breton a sa carrière politique et économique qui ne souffre aucune contestation de sa légitimité, et il est spécialiste des questions économiques, si on pose de défense la question, Gérald Darmanin, et cyber. C'est qu'il a le numérique dans son portefeuille, il devrait donc prendre des décisions qui auront un impact sur l'entreprise qu'il dirige pour l'instant. Il ne dirigera plus évidemment Atos, c'est un choix très courageux. C'est quelqu'un qui quitte une très grande entreprise pour laquelle il doit sans doute être bien rémunéré pour aller être commissaire européen. Je sais que les Français ne vont pas pleurer le choix qu'il a à faire. Enfin, c'est quand même, je crois, un engagement pour l'intérêt général. Donc on ne va pas vouer aux gémonies ce genre de choix qui est courageux. Il aurait pu rester patron d'une très grosse boîte et je pense qu'il ne s'en serait pas sorti plus mal. Juste sur ces conflits d'intérêts, je pense qu'il est très important de regarder les choses, évidemment. Enfin, il ne faudrait pas non plus que demain, la politique et les nominations, ce soit des enfants mis sous cloche pendant 40 ans pour qu'il n'y ait vraiment aucune espèce d'interaction avec le monde moderne. Oui, mais vous comprenez bien qu'un nouveau rejet à la Commission européenne consisterait quand même à une nouvelle déconvenue importante pour la France, encore une fois. Mais encore une fois, on envoie un grand patron qui a été un très grand ministre, qui aujourd'hui va se servir de l'intérêt général, connaît très bien l'Europe, parle plusieurs langues, connaît le franco-allemand, a porté déjà des missions pour l'Union européenne, a créé des milliers d'emplois dans notre pays. Moi, je pense que c'est toujours mieux que des nominations de gens qu'on ne reconnaît pas et qui seraient encore une nouvelle fois une technocratie nouvelle et on dirait alors c'est plus des gens qui ont été dans le réel. Bon, Monsieur Breton, il est dans le réel. Il est dans le réel. Envoler la promesse de parité. Pas de femme, pas de candidate femme. À ce point, il n'y en a pas ? Pardon, excusez-moi, il y avait une candidate féminine proposée par la France, elle a été rejetée. On en est arrivé, oui. Dont acte. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'y en avait pas d'autres. Monsieur le président de la République a demandé à consulter la présidente de la Commission européenne. C'est elle qui s'occupe de la parité. Elle a expliqué au président de la République que monsieur Breton pouvait être proposé par la France parce que sans doute, elle a des candidatures féminines d'autres pays. La lutte contre la fraude fiscale à présent a permis, Gérald Darmanin, vous a permis, l'État surtout de récupérer une sacrée somme. Nous a permis, donc, près de 6 milliards d'euros sur les 9 premiers mois de 2019. Un chiffre en très nette hausse sur un an. Ça ne veut pas dire, expliquez-nous, qu'il y a plus de fraudeurs. Ça veut dire que vous les repérez plus efficacement. Le principe de la fraude, c'est qu'elle est cachée. Donc c'est bien malin qui peut avoir une science exacte sur cette question. Mais ce qui est certain, c'est que la loi fraude que nous avons adoptée l'année dernière, voulue par le président de la République, elle permet de donner des armes techniques, juridiques supplémentaires pour courir au plus vite que les voleurs. Voilà. C'est un point important que la voiture du gendarme soit aussi rapide, voire plus rapide que la voiture des voleurs. Des armes jusqu'où peut aller cette lutte antifraude ? Il y a une expérimentation sur 3 ans inscrite dans le budget 2020 pour pouvoir nous espionner. Il n'y a pas d'autre mot sur les réseaux sociaux. Non, ce n'est pas le cas. C'est sûr que nous avons encore à travailler pour aller encore plus vite que les voleurs. Là, ce que vous évoquez notamment, c'est la disposition que je soumets au Parlement qui consiste à pouvoir vérifier pour les agents du fisc si les grands contribuables, on ne parle pas de monsieur et madame Michu, des gens qui ont des millions et des millions d'euros de revenus par exemple, sont bien domiciliés fiscalement ailleurs qu'en France. Alors quand vous passez plus de 6 mois en France, vous profitez des services publics, que vous avez manifestement votre vie famille, votre vie d'intérêt en France et que vous déclarez que vous avez en fait une maison ailleurs dans un paradis fiscal et que vous ne payez pas votre impôt sur le revenu,
ou votre impôt sur la fortune immobilière, je pense que ça choque les Français. Donc c'est une arme supplémentaire pour faire respecter ce qui est manifestement voulu par l'opinion publique, c'est-à-dire la lutte contre la fraude fiscale. Avec des garde-fous, vous le reconnaissez, ça inquiète la CNIL, la Commission nationale d'informatique et liberté. La CNIL nous a demandé que ce ne soit pas un arrêté du ministre, que ce ne soit pas un pouvoir discrétionnaire du ministre, mais que ça passe par le Parlement. Et donc ça passera par le Parlement la semaine prochaine. Et je note que c'est 640 millions récupérés via aussi l'intelligence artificielle. C'était une information Europe 1. Exactement, et je pense que c'est un point très important de dire que le gouvernement s'occupe de la fraude fiscale, et cette augmentation de 40%, ce n'est rien d'autre que l'argent qui devrait rentrer dans les caisses de l'État. Dans les caisses de l'État, on va suivre aussi ce que vous allez en faire. C'est le plus important peut-être. Dans l'actualité, Gérald Darmanin, le coût des mesures d'urgence lors de la crise des Gilets jaunes sera supporté par le budget de la sécurité sociale. Alors l'opposition est vent debout et vous reproche de remettre en cause l'autonomie de la Sécu, de tout lâcher, le laxisme budgétaire. Ce n'est pas vrai, évidemment. Alors qu'est-ce qui se passe ? Au lendemain de la crise des Gilets jaunes, le président de la République a fait le grand débat et à la fin du grand débat, il en a tiré des conclusions politiques. Et parmi ces conclusions politiques, il y a grosso modo un chiffrage qui est celui de 17 milliards d'euros. C'est le coût, si j'ose dire, de ces décisions politiques. Des renoncements d'impôts, par exemple la taxe carbone, des baisses d'impôts, par exemple l'impôt sur le revenu qu'on va baisser dès le mois de janvier prochain à la demande du président de la République pour tous les Français, et puis un certain nombre d'autres mesures comme l'augmentation de la prime d'activité. Sur ces 17 milliards d'euros, 14 sont pris par le budget de l'État et 3 sont pris par le budget de la sécurité sociale. 14 d'un côté, 3 de l'autre. Et parmi ces 3, c'est quoi ? C'est notamment le fait que la prime Macron ou que la défiscalisation des heures supplémentaires, elle est prise par ceux qui le payent, normalement, c'est la sécurité sociale. Une fois que je vous ai dit ça, je pense que pour les Français, c'est la même poche. Que vous payiez des cotisations, que vous payez de la TVA, que vous payez de l'impôt sur le revenu, mais pour les Français, on est d'accord, mais ma question était plus précise. Est-ce que vous assumez, et vous le dites d'ailleurs dans votre réponse, une forme, si vous préférez pas, c'est le mot laxisme budgétaire qui vous gêne ? En tous les cas, vous reconnaissez que vous n'avez pas eu d'autre choix que de gérer cette crise sociale. Il n'y a pas de laxisme budgétaire, parce qu'on arrive à la fois à baisser l'impôt des Français, à diminuer le déficit, qui est le plus bas depuis 20 ans. Qui est le plus bas depuis M. Breton, tenez, voilà. Et puis par décidément, ailleurs, ça devient une référence. Exactement, oui, évidemment, mais un des ministres de l'économie qui arrive à baisser la dette. Que vous avez bien connu à droite d'ailleurs. Non, parce qu'en 2005, je dois vous avouer que j'étais encore en train de faire mes études. Non, mais lui était sous un gouvernement de droite. J'entends bien, mais j'aime bien M. Breton, mais par ailleurs, je ne pense pas qu'au plaisir qu'on fait de la politique ensemble. Cependant, il a réussi à baisser la dette et baisser le déficit. Donc oui, c'était effectivement un objectif qu'ont tous les gens responsables, à mon avis, qui sont en responsabilité. Vous parlez des sujets qui concernent les Français. Il y en a un qui nous concerne vraiment, c'est les plafonnements des frais bancaires. Et on apprend, selon 60 millions de consommateurs, que les banques, les grandes banques ne jouent pas ce jeu, Gérald Darmanin. Mais c'était une promesse d'Emmanuel Macron. Il avait parlé de ce plafonnement de 25 €. Qu'en est-il ? Non, mais c'est sûr que les banques françaises, enfin les banques en tout cas qui ont les Français dans leur compte, doivent respecter ce qu'a demandé le président de la République. Ça, c'est de l'incantation. Donc je sais que non, c'est pas de l'incantation. Il se trouve que c'est le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, et sa secrétaire d'État qui s'en occupent. Ils s'en occupent bien. Et je sais qu'ils vont réunir très prochainement les banques françaises pour voir si effectivement les demandes faites par le Parlement... Ça va rentrer par une oreille, ça va sortir par l'autre pour les grandes banques. Je ne crois pas. Alors les banques, elles ont aujourd'hui... Peut-être que vous avez eu des garanties alors. Non, mais les banques aujourd'hui, elles ont des difficultés, notamment le fait qu'il y ait des taux bas aident les Français, aident l'économie. Mais évidemment, ça pose des problèmes aux banques, bien sûr. Mais je crois qu'effectivement, cette histoire de plafonnement des frais est une chose extrêmement importante à faire respecter. Les gens qui sont en découvert et qui, parce qu'ils ont du mal à terminer leur fin de mois. Moi, je pense par exemple aux buralistes, je les rencontre très souvent, ils m'expliquent que l'augmentation du prix du tabac et ce qu'on fait est acceptable, mais qu'un certain nombre de banques font payer des agios très importants parce qu'ils ont des problèmes de trésorerie. Je pense que c'est pas quelque chose de positif, bien évidemment, donc le ministre de l'économie s'en occupe et je sais qu'il s'en occupe bien. On va conclure, Gérald Darmanin, mais pour une fois, je voudrais conclure avec un cas particulier qui est très révélateur de l'absurdité d'un système. Un chef cuisinier, on en a parlé il y a quelques jours, redressé à hauteur de 14 000 € par l'URSSAF pour avoir reconnu, écoutez bien, vous connaissez son cas, qu'il mangeait tous les jours dans son propre établissement. On nage en plein délire. Vous avez d'ailleurs réagi. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Mais c'est pas la faute des agents de l'URSSAF. Je l'ai vu un peu trop dans la presse. Non, il y a eu un arrêté en 2002 qui a été pris par des ministres. Ah voilà, c'est la faute aux ministres. Merci de l'avoir dit. Bien sûr, c'est de la faute au pouvoir politique. C'est pas de la faute aux agents, aux fonctionnaires. Vous êtes d'accord qu'on nage en pleine absurdité ? Je l'ai dit tout de suite. Oui. J'ai dit que je reconsidérais ce cas et que je vais mettre fin à cet arrêté. Voilà. Donc c'était quoi cet arrêté ? C'est non seulement quand les gens mangent dans leur restaurant, on les fait payer, c'est un avantage, mais en plus il faut leur faire payer à la moyenne, grosso modo, du menu qui est à l'ordre du jour dans un restaurant étoilé. Évidemment, c'est un peu différent de la brasserie. Bon, c'est une absurdité technocratique, évidemment. Oui, mais derrière ce cas, il y en a d'autres. Artisans pénalisés, empêchés, retardés. Je mettrai fin à cet arrêté de 2002, je l'ai dit et je l'ai redit. Et j'ai dit à ce restaurateur
je ne vais pas rentrer dans le détail de sa situation. Il n'y a pas que la question des menus, mais enfin, il y a aussi la question des menus. J'ai dit à ce restaurateur qu'évidemment, on va reconsidérer son cas. Bon, quand il y a des situations surréalistes, on essaie d'intervenir quand même. Moi, je suis un élu local et j'espère que le bon sens devrait prévaloir dans toute mesure politique. Manifestement, il y a encore beaucoup de travail. Voilà. Merci Gérald Darmanin, merci à vous d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1. Merci Sonia Mabrouk, il est 8h28. Bon réveil à toutes et à tous. Vous restez bien sur Europe 1, dans quelques instants la météo, les infos bien sûr, et la revue de presse de Nicolas Canteloup. Nicolas, de retour dans quelques minutes, à tout de suite.